Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Alors, aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle série qu'on va appeler les ratios pour les nuls. Ok, les nuls, c'est pas vous forcément, c'est d'abord principalement moi, d'accord, ainsi que les gens de ma famille. On va le dire comme ça. Donc, ne vous sentez pas insulté quand on dit pour les nuls. C'est pour juste dire ici qu'on va le dire en français facile, le plus simplement possible ici. Ok, donc j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, ou bien il y a quelques heures, dépendant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo aussi, qui parlait ici du PER. Cette vidéo s'intitulait PER égale rendement. C'était essentiellement une réponse ici, et voilà, une réponse qui était assez émotive également. Donc, pour arranger cette situation, ça me permettait de parler d'un sujet ici qui est très important. Vous allez remarquer ici que sur la plupart de mes vidéos, c'est écrit rendement, 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 rendement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, dans l'entendement populaire, le concept de rendement ici renvoie aux dividendes. Dans l'entendement populaire, chez moi, ça ne renvoie pas aux dividendes, mais il renvoie aux dividendes. Mais il y a plusieurs types de rendements, les amis. Il y a le rendement sur capitaux investis. Vous pouvez avoir également comment on appelle ça? Vous pouvez également avoir le rendement du dividende. Vous pouvez avoir le rendement des free cash flow, le rendement des EBITDA, le rendement des bénéfices opérationnels. Il y a plusieurs types de rendements. OK? Mais celui qui est important pour moi avant tout, c'est le rendement des flux de trésorerie libre. Ne vous sentez pas perdu. Flux de trésorerie libre, ça veut dire free cash flow. D'accord? Flux de trésorerie libre, ça veut dire free cash flow. OK? Et free cash flow, dans mon entendement à moi, d'accord, équivaut à bénéfice net. Et je vous explique pourquoi. Le free cash flow, d'accord, dans le free cash flow, il y a une composante de bénéfice net. Il y a d'abord le bénéfice net plus quelque chose. On va le dire comme ça. Donc, quand je parle de free cash flow égale au moins à bénéfice net, plus quelque chose. D'accord? Donc, quand vous lisez les rapports financiers sur une compagnie et que vous vous rendez compte qu'elle n'a pas de free cash flow, comme par exemple, on peut regarder ici des compagnies comme Next Era Energy, d'accord? On la prend. Du point de vue bénéfice net, ligne droite, je vais enlever tout ça parce que c'est... Voilà. Ça, c'est le bénéfice net. Ligne droite. Du point de vue free cash flow, est-ce qu'on a quelque chose qui va dans le même sens ici? C'est à ça que ça ressemble, les free cash flow. Ce qui veut dire que cette compagnie-ci ne gagne pas beaucoup d'argent. D'accord? Et quand elle ne gagne pas beaucoup d'argent, elle émet de nouvelles actions. OK? Et si elle émet de nouvelles actions ici, vous êtes dilué en tant qu'actionnaire. Et si vous êtes dilué en tant qu'actionnaire, votre BNA aura tendance, donc bénéfice net par action, aura tendance à diminuer dans le futur si l'entreprise ne les augmente pas année après année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en supplément? C'est que vous devez privilégier une compagnie qui a des bénéfices, qui a des bénéfices nets qui sont qui a des free cash flow, donc qui a un ratio, enfin pas un ratio, mais dont le free cash flow représente au moins le bénéfice net. Donc free cash flow égale bénéfice net au minimum. Au minimum. Sinon, vous perdez de l'argent. D'accord? Vous pouvez le voir ici avec Nexera Énergie. Voilà, on a cette ligne droite-ci, émission de nouvelles actions. Pourtant, c'est une entreprise qui paye le dividende. Bref, quand on parle également de bénéfice net, après avoir expliqué le concept ici de bénéfice net égale free cash flow, ici vous m'entendez beaucoup parler ici de rendement de free cash flow. Tout ce que ça veut dire ici, c'est le rendement des free cash flow. Quand vous regardez ce genre de vidéo aussi, quand vous voyez ça, ça veut dire rendement des free cash flow. OK, tout ce qui est écrit là. Alors, quand vous investissez, d'accord, on va parler de ce concept-là de bénéfice net. Quand vous investissez ici, je vais prendre une entreprise que vous connaissez tous, Air Liquide, on va la mettre là, OK. Vous constatez une chose. Air Liquide ici, si je l'achète en date d'aujourd'hui, j'aurai un rendement du dividende de 1,91%. Rendement de quelque chose. Rendement du dividende. D'accord? Et si je l'achète et que l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets ici, en date d'aujourd'hui, par rapport au prix d'acquisition actuel qui est de 154 dollars, j'aurai un rendement des bénéfices nets de 3,98%. Ici, on sous-entend que bénéfice net égal à free cash flow. D'accord? On aura un rendement de 3,98%. Ce qui veut dire que si Air Liquide m'appartenait, si j'étais le propriétaire seul, unique de Air Liquide et que je pouvais décider unilatéralement de prendre la totalité du cash que l'entreprise génère ici et remonter ça dans mon compte personnel, j'aurais eu chaque année, en date d'aujourd'hui, enfin, si il n'y a pas de croissance, etc., parce que c'est une nuance très importante, 3,98%.
Et ce 3,98% là, il est à comparer par rapport à ce que vous pourrez obtenir en moyenne sur le marché. Vous m'entendez souvent dire ici que je recherche avant tout une compagnie qui peut me permettre d'avoir un rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération une croissance aux alentours de 7%. D'accord? 7%. Donc ça dépend. Ça va dépendre. Si on a, ça peut, donc si on trouve du 5% ici, comme par exemple avec Google, ça dépend du potentiel de croissance future. OK? Donc sans prendre en considération la croissance, idéalement, je recherche 7%. Sinon même 10% par là. OK? Nous avons une compagnie pareille, United Rental. Aujourd'hui, cette compagnie distribue un dividende de 1,52%. En tout cas, sur les 24 prochains, sur les 12 prochains mois. OK? 1,52%. Mais si, d'accord, elle venait à distribuer la totalité de ses bénéfices nets sur les 12 derniers mois, j'aurais eu 8,93% de rendement. Et je ne parle pas de l'éventuelle croissance attendue en 2025, de telle sorte que quand on prend le 4,9,25 attendu ici, ça reste une prévision, par rapport au prix actuel qui est à 389 $, vous avez un rendement sur coût de 12,66%. Donc quelqu'un qui achète cette compagnie, c'est en date d'aujourd'hui, qui vous promet, qui vous promet un 8,93%. Quand je dis promet, ça veut dire que le bénéfice net des 12 derniers mois ici il y a de grandes chances qu'il soit au moins stable dans le futur, parce que la stabilité est très importante. Au moins stable dans le futur. OK? S'ils vous garantissent là, vous avez un 8,93% de rendement possible ici. Et on peut même aller jusqu'à 12,66% par rapport à ce qui est mentionné ici par les analystes. OK? N'oubliez pas que vous êtes en concurrence avec, quand je dis que vous êtes en concurrence, certains disent que non, c'est le dividende qui nous intéresse, etc. Mais ça reste la même chose ici. Si vous achetez une compagnie ici en date d'aujourd'hui qui est incapable de vous donner un rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui, et quand le rendement des bénéfices nets en date d'aujourd'hui inférieur à, qui vous promet un rendement du coût d'acquisition inférieur ici à 7%, d'accord? En fait, vous êtes en train de payer très cher pour rien. Tout simplement parce que si on prend, je répète bien ici que le S&P 500 ne représente pas le marché dépendamment de l'entreprise que vous allez acheter. Je répète, faites attention. OK? Parce que si j'achète une compagnie comme, disons, Nexity, je ne peux pas me comparer au S&P 500. Parce que Nexity n'est même pas une composante du S&P 500. Vous devez rechercher un index ici qui inclut Nexity afin de pouvoir vous comparer à celui, ça sera votre marché. OK? Donc, quand je prends le S&P 500 ici, c'est par exagération. Il faut souvent qu'on s'entende par rapport à ça. OK? Donc, vous remarquez une chose ici. Ça, c'est le S&P 500 Earning Yield. Et c'est ça qui m'intéresse. Dans le sens où, si en date d'aujourd'hui, vous achetez le S&P 500, au PER actuel du S&P 500, vous obtenez un rendement de 4,54%, le yield. C'est-à-dire que si le S&P 500 vous distribue, si c'était une entreprise et qu'elle vous distribue la totalité des bénéfices nets, d'accord, vous aurez eu un rendement total ici de 4,54%. OK? Et vous voyez ici que la médiane de rendement du S&P 500 est de combien? 6,70%. D'accord? Je dis la médiane. Donc la médiane là, c'est-à-dire depuis 1800 et je ne sais pas quoi, c'est 6,70%, presque 7%. Donc quand vous achetez une entreprise qui a un rendement sur coût d'acquisition, d'accord, inférieur à 6,70%, donc ça dit 5, 4 et poussière, vous êtes en train de surpayer largement. Et il faut absolument qu'il y ait une croissance extraordinaire ici pour justifier ce prix-là. D'accord? Et si vous prenez le 6,70, vous le divisez par 100, d'accord, vous allez trouver le PER médian du S&P 500 qui va être aux alentours de 14,92, quelque part par là. OK? Si vous prenez la moyenne ici et que vous divisez par 100, 100 divisé par 7,27, vous arrivez ici à du 13 points. C'est bien ça? Oui. 13,75 ici en termes de moyenne. OK? Combien de fois les bénéfices? Donc, ici, en termes de moyenne, je ne paierai pas plus que, enfin, dans le S&P 500 ici, quand il va aux alentours des 15 fois les bénéfices, 14 fois les bénéfices, c'est intéressant, par exemple, d'y jeter un œil. OK? Donc, on revient ici. Il faut déjà qu'on comprenne le concept même de bénéfice, de PER. Parce que quand je dis le PER est un rendement, en fait, PER est un rendement, c'est comment on appelle ça, l'inverse de ce PER-là qui représente en réalité un rendement. Le calcul du PER est simple. Prix sur bénéfice. Price to earning. Prix sur bénéfice. Price to earning. OK? Donc, le rendement, quand on prend le PER de United Rental ici, qui est de 11,2 ici, d'accord? C'est-à-dire que c'est le prix,
divisé par le bénéfice nous donne 11,20. Le prix divisé par le bénéfice nous donne 11,20. On peut le voir de deux façons. Première manière, si c'est 11,20, c'est-à-dire qu'il va vous falloir 11,2 années afin de pouvoir récupérer le 389 $ de départ ici, juste avec les bénéfices nets actuels, s'ils ne changent pas. OK? Juste avec les bénéfices nets actuels, il va vous falloir à peu près 11,2 années pour récupérer votre somme de départ. Et le but du game est simple. Récupérez votre mise de départ le plus rapidement possible. OK? Donc, vous voyez que quand une entreprise s'échange à 10 fois les bénéfices, ça veut dire que vous pouvez récupérer votre argent en 10 ans à bénéfice net stable. OK? Si elle s'échange à 40 fois les bénéfices, ça veut dire que vous devez attendre 40 ans pour récupérer votre somme de départ. Et vous comprenez à voir que quand on parle d'années ici, vous voyez que bon, il est préférable de récupérer ma mise de départ le plus rapidement possible. OK? Donc, si vous retournez l'équation, 11,2 fois ici, là, techniquement, ça donne quoi? Donc, si vous prenez une entreprise ici, qui aujourd'hui cote à 389 $, vous l'achetez à 11,2 fois les bénéfices, c'est-à-dire que vos bénéfices sont de 34,73 $. Si vous prenez ce 34,73 $, donc vous faites maintenant le bénéfice sur le prix, d'accord? Ça vous donne combien? Divisé par 389 ici. Votre rendement est de 8,92%. Donc, vous voyez, sensiblement 8,93% ici. Ce qui veut dire que chaque année, si on doit me distribuer la totalité des bénéfices nets ici, je vais recevoir 8,93%. 8,93%, si je reçois 8,93% de ma somme de départ chaque année, d'accord, pendant 11,2 années, j'aurais récupéré mon 389 $ au total. J'espère que maintenant, vous avez compris ce concept-là de rendement. Donc maintenant, quand je m'assois et que je regarde une entreprise comme LVMH, OK, je me pose la question en date d'aujourd'hui, quel est mon rendement sur coût d'acquisition sur LVMH? Pas le rendement du dividende, parce que le dividende n'est qu'une composante, le dividende découle du rendement des bénéfices nets. OK? Si ce rendement des bénéfices nets est déjà assez stable, on s'en fout de que l'entreprise fasse croire que son dividende ici de 460 ou bien 50% par année ici. On sait déjà qu'on ne va pas aller à un certain maximum. D'accord? Donc, ici, quand j'achète du LVMH en date d'aujourd'hui, j'obtiens un rendement de 3,43%. D'accord? Rendement des bénéfices nets en date d'aujourd'hui. D'accord? Le rendement du dividende est de 1,42%. Il sera toujours inférieur au rendement du dividende. OK? D'où vous allez voir ici que si vous faites la différence entre les deux ici, vous prenez ça divisé par ça, vous allez trouver le payout ratio. OK? Donc, vous savez ici que votre plafond de verre, c'est 3,43%. Maintenant, comparé à ce que le marché vous propose ici aujourd'hui, comme par exemple du SGO sur Saint-Gobain, OK? Et vous devez vous poser la question de savoir, est-ce qu'il est mieux d'immobiliser mon capital sur LVMH ou sur Saint-Gobain? Si les deux ont la capacité de maintenir des bénéfices nets stables. Je dis bien, le concept de stabilité est également très, très important parce que c'est en fait lui qui détermine tout. C'est en fait lui, c'est la plus grande inconnue dans le futur. Et quand je dis c'est la plus grande inconnue dans le futur, on se base essentiellement sur si une entreprise est stable dans le passé et que son business model est toujours d'actualité ici aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il soit stable dans le futur. Donc ça revient également au concept de qualité, etc. Donc quand je prends du Saint-Gobain, je vois ici en date d'aujourd'hui que si j'achète Saint-Gobain et que Saint-Gobain maintienne ses bénéfices nets stables sur les années à venir, je ne parle pas sur les 2 ou 3 prochaines années, je dis bien, quand je dis les années à venir, au moins sur les 10, 20, 30 prochaines années, je pourrais avoir un rendement sur coût de 11,95%. 11,95%. Et plus un dividende, et le dividende ici découle de ce 11,95%-là. Donc ça dit que si Saint-Gobain m'appartenait ici au total, et que chaque fois qu'elle avait des dividendes ici, et que chaque fois qu'elle avait des bénéfices nets, que je prenais la totalité de ces bénéfices nets-là, et je les mettais dans ma poche, j'allais obtenir 11,95% de rendement chaque année. Donc vous voyez que c'est plus intéressant que le 3,95% ici de LVMH. D'accord? Mais attention, comme je dis toujours, ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance, une éventuelle augmentation des marges. Mais maintenant, vous comprenez le but du game. Donc, quand on parle de rendement, on parle avant tout, le plus important, c'est de parler de rendement du dividende. OK? Vous voyez Steph, 12,37% de rendement. Et encore, ça c'est le rendement, on va parler d'une prochaine nuance tout à l'heure. Quand vous voyez Steph, 12,37% de rendement, je sais que je peux espérer 12,37% de rendement au cas où l'entreprise me dispute la totalité des bénéfices nets dans un monde où elle n'aurait pas de dette.
SES Imagotag, on pourrait espérer un 8% de rendement. Mais attention, vous allez voir cette vidéo, il y a beaucoup de guesstimations à l'intérieur. Vous allez prendre ici du Worldline, ça sera à peu près aux alentours ici de 8,41%. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Le S&P 500 s'est changé aux alentours de 6,70% par là. Donc, quand j'achète une entreprise avec un rendement potentiel, ça en prend en considération, enfin, techniquement, en prenant en considération, il y a une légère croissance prise en considération ici de 8,41%. On voit déjà que c'est assez intéressant par rapport à ce qui est proposé en date d'aujourd'hui. Si j'achetais du S&P 500, j'aurais eu du 4,11% et là, j'ai du 8% en supplément, 4% et poussière. Eiffage, 11,93. Fontaine Pajot, 13,51. AB InBev, 8,48. Alten, 7,58. Axum, Renault, Expedia. Ça veut dire que si je viens regarder cette compagnie, je sais qu'Expedia, il y a de grandes chances qu'on soit sous-évalué ici. Il y a de grandes chances qu'on soit sous-évalué ici. Il y a de grandes chances qu'on soit sous-évalué ici. OK? Il y a également de grandes chances qu'on soit sous-évalué là, 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 là. Donc, toutes ces entreprises-là, où vous voyez le rendement affiché, c'est plus facile pour moi visuellement de savoir quelle entreprise est intéressante. J'aurais dû mettre ça ici parce que ça, c'est une excellente entreprise également. D'accord? Ça, c'est également une excellente entreprise. Ça également, ça également. Donc, c'est ça le plus important pour moi, le rendement des bénéfices nets, le rendement des free cash flow. Et une fois que vous commencez à réfléchir comme ça devient plus facile pour vous. Prenons l'exemple ici. Rajoutons une autre nuance. OK? Celle du free cash, enfin, je ne dirais même pas que celle du free cash flow parce que ça peut également se calculer avec les bénéfices nets. Je prends ici zone bourse. Je vais vous expliquer une chose. Ici, je peux voir que la compagnie Alstom ne va pas m'intéresser juste en regardant les free cash flow yield. Et leur calcul de free cash flow yield, il faut connaître à peu près qu'est-ce qui est pris en considération dans ce calcul de free cash flow. Oui, je sais qu'il y a free cash flow, mais qu'est-ce qu'on utilise ici en dénominateur? Parce que techniquement, ça, la free cash flow yield, c'est le contraire ici, d'accord, de cette formule-ci. Ici, c'est valeur d'entreprise sur le free cash flow. Donc, ça vous donne ici un multiple, OK? Pourtant, si vous prenez free cash flow sur valeur d'entreprise, ça va vous donner quelque chose en pourcentage, OK? Et dans valeur d'entreprise, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la capitalisation boursière plus ou moins la dette nette, d'accord? Moins la dette nette si c'est la trésorerie, plus la dette nette s'il y a de la dette nette, d'accord? Enfin, plus ou moins, on va le dire comme ça, plus ou moins la dette nette, OK? So, ce calcul-ci est meilleur dans le sens où ça vous permet de comparer les pommes avec les pommes. Parce que deux entreprises qui font la même chose, mais qui ont une structure financière totalement différente, donc une endettée, une moins endettée, celle moins endettée, d'accord, aura un rendement de free cash flow plus élevé que celle qui est endettée, tout simplement parce que la valeur d'entreprise, vu qu'il y a un impact ici par rapport à la dette, sera plus élevé. Et si votre dénominateur est plus élevé, d'accord, et que le numérateur reste constant, bah, c'est simple, le rendement sera moins élevé. OK, le chiffre final sera moins élevé. OK, vous pouvez essayer. Si j'ai un numérateur de 1, un dénominateur de 1, je trouve, et je ne savais pas, le numérateur, quand on prend la division, c'est celui qui est le numérateur, c'est celui qui est en haut, le dénominateur, c'est celui qui est tout en bas. OK, donc un numérateur de 1, un dénominateur de 1, ça égale ici à 1. Si mon numérateur reste à 1 et que mon dénominateur passe à 2, à la fin de la journée, je serai à combien? À 0,5. Donc, si le dénominateur change, augmente, alors que le numérateur reste constant, le résultat sera moins élevé. OK? Donc, quand je regarde Alstom, en termes de free cash flow yield, d'accord? Donc, le cash que je vais avoir en banque ici, selon les prévisions, je n'aurai pas plus de 5,95% d'ici 2025. Quand je regarde le passé de l'entreprise ici, je me rends compte également que ça n'a pas toujours été évident en termes de marge, etc. Donc, je me dis ici que peut-être ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais aller. Quand je prends une entreprise comme Midley Buy, dont je parle souvent ici, on ne m'entend pas, mais c'est également une entreprise extrêmement qualitative. Vous l'utilisez tous les jours, vous ne vous rendez même pas compte. Surtout si vous allez généralement dans les fast-food, les restaurants, les fast-food restaurants utilisent des produits de Midley Buy. Je vous laisse aller voir sur cette compagnie-là. On en a parlé il y a quelques temps ici. Donc, Midley Buy, je peux espérer un rendement des free cash flow de 8,30%. Et quand je dis rendement des free cash flow yield ici, c'est en prenant en considération la dette. Parce que si on ne prend pas en considération cette dette-là, je vais prendre un exemple ici, on espère 650 millions de free cash flow d'ici 2025. Quand je prends 650 millions ici, disons 650, si je ne prends pas en considération la valeur d'entreprise, donc la capitalisation plus la dette, d'accord, je prends juste en considération la capitalisation ici, qui est à peu près de 7 milliards 834, donc je fais 650 divisé par 7 milliards 834, ça vous donne ici un rendement de 8,30% à peu près.
OK? Capitalisation ici, oui. Donc, on est même à peu près à la même, on est même à peu près à la même chose. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise n'a presque pas de dette. OK? Elle n'a presque pas de dette. Donc, à partir de cette période-ci, elle n'a presque pas de dette. Parce que vous pourrez remarquer ici que la valeur d'entreprise, elle est essentiellement, elle se rapproche plus de la capitalisation boursière qu'on a en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ici, ça me permet de voir que cette compagnie-ci, 8 points, on me promet, il y a de fortes chances que j'ai du 8,3% ici, d'ici 2025. Est-ce qu'elle a un passif en termes de bonne gestion? Je prends Midley Buy, je la mets juste ici. Je ne vous mets même pas la courbe de prix. Hein. Ça, c'est la courbe des bénéfices nets, ajustée bien sûr. OK? J'espère 12,34 $ en 2025. 12,34 $ en 2025. Mon rendement sur coût en date d'aujourd'hui est de 6,32%. Et il pourrait être plus élevé d'ici 2025. Donc, c'est-à-dire que si on me dispute la totalité des bénéfices nets attendus ici par rapport au prix d'acquisition actuel, j'ai à peu près 8,48, 8,30% ici. Donc, ne recherchez pas trop la précision ici, ça reste ici une estimation. Donc, vous pouvez vous dire ici que par rapport à ce que le marché me propose en date d'aujourd'hui, il y a peut-être mieux. Le marché me propose 4%. Ici, j'ai un potentiel de 8,48%. OK? 8,48%. Donc, ça, c'est peut-être plus intéressant d'aller regarder en profondeur. Mais encore, je vérifie. Est-ce qu'elle a un historique de stabilité des bénéfices nets? Pour moi, ici, quand je regarde l'estimation des analystes, si les analystes ont tendance à avoir raison, ça veut dire que l'entreprise a les bénéfices, c'est une entreprise assez prévisible. Donc, vous pouvez constater ici qu'ils ont tendance à avoir raison ici. Si je prends une compagnie comme Esso, OK, c'est celle-ci. Alors, Esso, c'est simple. Ça, c'est l'historique. OK? Et quand vous allez regarder ici au niveau de zone bourse, je vais préférer utiliser zone bourse ici parce qu'on n'a pas assez d'historique ici. Déjà, l'historique n'est pas beau à voir. D'accord? Le passé n'est pas beau à voir. Et est-ce que si je me base sur le passé ici, est-ce que je peux me dire ici que le futur sera radieux? On n'a même pas les free cash flow estimés futurs ici, mais on peut déjà voir que ce n'est pas une entreprise qui a l'habitude d'avoir des yields assez élevés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 40%, demain 45%, après-demain, moins 64%, l'année après, on a à peu près 242. Moins 242. Ce n'est pas intéressant. On veut quelque chose qui nous rapporte, qui nous garantit au moins la stabilité. OK? Donc, maintenant, quand vous allez voir une entreprise s'échanger à un PER de 10, dans la tête, vous mettez directement égal 10%. Un PER de 15, ça veut dire directement ici, vu que le rendement estimé potentiel maximum, si on vous distribue la totalité des bénéfices nets, c'est 100%. Si j'achète ça 15 fois les bénéfices, en réalité, je demande un rendement de 6,67% ou bien 6,66% sans prendre en considération la croissance, dépendamment de vos calculs ici. Et posez-vous la question s'il est judicieux pour moi d'y aller par rapport à ce que le marché, par rapport à ce qu'on pourrait me proposer comme alternative. Une fois que vous voyez les choses comme ça, vous pouvez savoir une chose, vous pouvez savoir ceci. Regardez, sur AB InBev, qui est une entreprise très sous-évaluée, et je parle souvent de mes choses ici, voilà, dans le vide, très sous-évaluée, Anheuser-Busch InBev est très sous-évaluée. Elle est leader dans son activité. Elle a coupé son dividende. Si elle venait à distribuer la totalité des dividendes en date d'aujourd'hui, en prenant en considération la valeur d'entreprise et le free cash flow, il y a de fortes chances qu'on aille aux alentours de 4,73% sur les 12 prochains mois. Ça, c'est en prenant en considération la dette. Elle va avoir tendance à rembourser cette dette-là, parce que c'est la dette en fait qui impacte le rendement de cette compagnie-ci. On avait une dette de 82 milliards en 2020 et selon les analyses ici, on prévoit avoir une dette de 52 milliards à peu près en 2025, soit une réduction de 30 milliards entre-temps. OK? C'est tout simplement intéressant. Donc 5 milliards par an en moyenne. C'est tout simplement assez intéressant. Si on admet donc que cette compagnie aura tendance à repayer sa dette ici, moi, je dois déjà prendre en considération le calcul de la valeur de cette compagnie-ci sans prendre en considération la dette. Et si on fait ce calcul assez simple, les free cash flow attendus en 2020, où est le free cash flow ici? Le free cash flow attendu ici en 2025 est de 9 milliards 864. 9 milliards 864, donc 9,64, non, 9 milliards 864, 9,86, 864, divisé par la capitalisation boursière actuelle, on est à peu près à 123,328. Donc, je divise ici par 123 milliards, 328 millions. Ça vous donne un rendement ici d'à peu près aux alentours de 8%. OK? À peu près aux alentours des 8% si on prend en considération ces free cash flow-là. Maintenant, les free cash flow peuvent avoir tendance à augmenter.
D'accord? En termes de marge. Parce que quand vous regardez un tout petit peu ici, nous avons une entreprise là, en termes de marge de free cash flow. Où est-ce que ça se situe? Voilà, on avait ça un tout petit peu plus haut ici. Oui, en termes de marge de free cash flow, les analystes s'attendent à des marges moins élevées. Attention, ça pourrait être totalement le contraire. Tout simplement parce qu'il y a un pricing power ici. Pourquoi est-ce que les marges seront plus élevées? Est-ce que les analystes prennent en considération ici le fait qu'il y aurait une pression ici au niveau de la baisse, d'augmentation du coût des matières premières? Auquel cas, est-ce qu'ils ont pris en considération la compensation liée à l'augmentation des prix? Parce que cette compagnie, si vous montre qu'elle peut augmenter les prix, même si les volumes diminuent, le revenu reste à peu près stable et les marges également arrivent à se maintenir. C'est le genre de business qu'on recherche, ok? Donc, c'est une entreprise qui peut potentiellement aller à du 9% par là. Donc, ça dit que si elle venait à me distribuer la totalité des bénéfices nets, d'accord, se espérer dans le futur ici, je pourrais déjà postuler pour à peu près un 9% en date d'aujourd'hui, ok? En date d'aujourd'hui, comparé à ce que le marché pourrait m'offrir, à moi de voir si ça m'intéresse ou pas. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc maintenant, quand je prends quand je prends par exemple ici, quelle entreprise est sous-évaluée de malade ici, on a AMCX qui a ses propres problèmes. Attention. On a AMCX ici. Ce n'est pas AMC, les chaînes de cinéma. Non, non, non. Je parle de AMCX, AMC Network. Si vous avez regardé ici, comment on appelle encore cette série-là, le truc de zombie là, j'oublie souvent le nom ici. Bref, elle fait des séries télévisées ici. Donc vous connaissez, il y avait une série de zombies qui passait avant là. Je pense que vous la connaissez toutes ici. Donc si on prend ici AMC Network, on va revenir à ce niveau-ci. AMC Network, si vous voyez un free cash flow yield potentiel aux alentours de 10%. Ça, c'est en prenant en considération la dette, n'est-ce pas? En prenant en considération la dette. Si on regardait les free cash flow de cette compagnie-ci, espérés, disons à peu près 225 millions. 225 millions par rapport à la capitalisation boursière actuelle d'aujourd'hui. 225 divisé ici par 740, on a à peu près rendement, on a à peu près 30% de rendement sur coût d'acquisition aujourd'hui par rapport aux bénéfices nets futurs espérés. Donc vous pouvez récupérer vos sommes de départ ici. Si elle vous reverse à peu près 225 millions par an pendant uniquement 3 ans et demi, vous récupérez vos sommes de départ. Vous voyez? C'est ça que vous allez retrouver à peu près à ce niveau. Donc maintenant, pensez en termes de rendement. Et quand je parle de rendement, rendement sur coût d'acquisition, rendement des free cash flow, rendement des bénéfices nets. Pensez comme ça. Une fois que vous pensez de cette manière-là, le rendement de dividende pour vous devient donc accessoire. Parce qu'à la fin de la journée, une entreprise est destinée à verser un dividende tôt ou tard. OK? Ce n'est qu'une politique d'allocation du capital. Aujourd'hui, vous voyez Microsoft qui verse un dividende. C'est bien, n'est-ce pas? Google n'en verse pas, mais ils ont les moyens littéralement de le faire. Parce qu'aujourd'hui, si Google venait à vous distribuer la totalité des bénéfices en date d'aujourd'hui, vous aurez 4,52%. Si on prend Meta, Meta que tout le monde boudait il y a quelques temps, ok? Donc prenons par exemple Meta, est-ce que c'est encore écrit Facebook ici? Facebook, je vais juste mettre ça à jour ici, donc je vais juste actualiser la page. Voilà, je mets Meta, ok? Donc Meta plateforme. Donc on a du Meta ici, d'accord? À un moment donné, le marché vous a proposé Meta à 117 $ l'action, alors qu'elle avait un potentiel de rendement de dividende en date d'aujourd'hui, donc enfin, sur les 12 prochains mois de 10 $. Donc quand on prend 10 $ divisé ici par 117, vous avez un rendement possible ici de 8% déjà avec ce qui pourrait être reçu sur les 12 prochains mois. Maintenant, le piège ici, c'est la stabilité de ces bénéfices nets-là. Et une fois que vous comprenez le business model de cette compagnie, il y a de fortes chances qu'elle puisse garder son bénéfice net stable dans le temps. Au moins, sinon croissant. D'accord? Et techniquement, c'était visible. On ne va pas le dire ici aujourd'hui, parce que ce qui est bien, les vidéos sont là pour le montrer. Vous pouvez regarder dès la première vidéo sur Meta jusqu'à aujourd'hui, ça reste la même chose. L'optimisme n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Malgré le pessimisme ambiant ici, on rentrait dans les détails pour voir à peu près ce que cela impliquait. Maintenant, les analystes, attention, quand on parle d'analystes ici, vous pouvez voir, ils ont un historique quand même de bonnes prévisions. Un historique de bonnes prévisions. OK? Donc, et quand vous remettez les choses dans le contexte ici, vous pouvez vous dire que ça, c'est la pandémie. Ça, c'est à peu près la période où il y avait la modification avec iOS, etc. Et cette compagnie aura tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les net income dans le futur. Faites attention. OK? Donc, ici, on estime à peu près avoir des bénéfices nets aux alentours de 14,27 $ par action. 14,27. Et ça, c'est par rapport au potentiel futur, hein, un tout petit peu, juste uniquement jusqu'en 2025. Ce n'est pas beaucoup. 2 ou 3 ans et demi par là. D'accord? Donc,
Divisé par 213 millions ici, le prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, vous avez à peu près un rendement potentiel de 6,7%. Maintenant, vous devez vous dire ceci. Si j'achète l'entreprise en date d'aujourd'hui et qu'elle réussit à avoir du 14,27$ au minimum en 2025, mon rendement sur coût d'acquisition par rapport à la date d'aujourd'hui sera de 6,70%. Maintenant, si elle fait croire que son bénéfice net a un des niveaux plus élevés dans le futur, ça sera un home run pour moi. En date d'aujourd'hui, si l'entreprise garde le même niveau de bénéfice net sans prendre en considération la croissance, je l'achète aujourd'hui avec un rendement potentiel de 4,69%. Pour une compagnie de croissance, maintenant, à vous de faire à peu près, d'émettre vos hypothèses de croissance et vos hypothèses de stabilité. Moi, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, si je paye ça ne me dérangerait pas de payer du méta, surtout si on garde le même niveau de croissance actuel. D'accord? Enfin, la croissance va avoir tendance à diminuer, mais si on garde, même si on reste au niveau de 10%, ça me va. Donc maintenant, j'espère que cette vidéo-ci a été assez claire, qu'on a essayé de démystifier tout ce qu'on appelle le PER ici, etc. PER égale rendement. PER égale rendement. Donc, quand vous entendez 20 fois les bénéfices, ça veut dire que c'est 5%. 40 fois les bénéfices, ça veut dire que c'est 2,5%. 100 fois les bénéfices, ça veut dire que c'est 1%. 200 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Vous avez dit, mais si on dit maintenant 200 fois les bénéfices, c'est simple. 200 fois les bénéfices ici, divisé par 2, ça me donne ici un rendement de 0,5%. C'est-à-dire que pour récupérer mon argent, je vais attendre 200 ans si les bénéfices nets restent stables. Mais maintenant, les choses peuvent changer si les bénéfices nets tendent à augmenter. N'est-ce pas, les amis? Donc, si on prend en considération une entreprise comme GPN, et j'en parle toujours ici, dans le vide, vous allez voir que GPN aujourd'hui, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, hein, c'est un rendement de 10%. Aujourd'hui, donc disons 9,9, on va le dire sur les 12 derniers mois, entre ça et ça. D'accord? C'est un rendement de 9%. Si vous prenez en considération l'éventuelle croissance, ça sera plus élevé que ça. Est-ce que les analystes ici ont tendance à avoir raison? Oui. Donc c'est un business assez prévisible. C'est là aujourd'hui. Ça vous regarde, les yeux dans les yeux. L'entreprise ne distribue pas de dividendes. Et vous pensez que celle-ci, si elle se met à distribuer un dividende, votre rendement sur coût d'acquisition sera de combien? Est-ce que j'ai besoin de parler? Dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium. Et si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se dit à bientôt. Merci.